Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir dans le sud de la France pour vous raconter 3 faits divers qui ont bouleversé toute une région. Provence, un aller sans retour, c'est tout de suite. Marie est une jeune enseignante de 25 ans. Elle vit chez sa mère, Françoise, dans un quartier paisible de Marseille. Le 12 novembre 2015, au petit matin, un homme s'introduit chez elle et s'en prend violemment aux 2 femmes. Alors que Françoise se retrouve blessée et ligotée, Marie subit plusieurs viols. 2 jours avant, les habitants du quartier avaient pourtant signalé à la police une série d'agressions du même type. Alors, qui terrorise depuis 48 heures tout un quartier de Marseille? Les enquêteurs arriveront-ils à mettre la main sur ce dangereux individu? Et y aura-t-il d'autres victimes? J'ai sautillé jusqu'à la cuisine pour essayer de prendre un couteau pour essayer de me détacher les chevilles. Et il est venu et il m'a dit reste tranquille, mais sinon je tue ta fille. Installé à la Garde, près de Lyon, Hichem est un jeune père de famille de 35 ans. Carreleur de profession, il mène une vie rangée, entouré de ses 2 fils et de son épouse, Linda. Mais un soir d'octobre 2011, alors qu'il descend dans le hall de son immeuble pour retrouver un ami, il se retrouve au cœur d'une fusillade mortelle. Hichem est abattu d'une balle dans le thorax. Alors, que s'est-il réellement passé ce soir d'automne dans le hall d'entrée de cet immeuble? Pourquoi Hichem est-il mort? Et surtout, qui est son assassin? On approchait un petit peu vers la porte de rentrée et là je vois mon fils à terre. Marina a 52 ans. Elle vit seule dans le 13e arrondissement de Marseille. Le 29 juin 2012, sa fille est inquiète. Elle n'a plus de nouvelles de sa mère. Elle prévient alors les pompiers, qui retrouvent son corps sans vie chez elle, dans une étrange mise en scène. Grâce à un site de rencontre, les enquêteurs vont remonter la piste d'un homme au profil énigmatique, qui apparemment n'en est pas sa première victime. Alors, pourquoi cet individu s'en est-il pris à cette femme sans histoire? Quels autres crimes a-t-il commis? Et surtout, qui se cache derrière ce meurtrier? Lorsqu'on va passer son profil génétique dans le FNAEG, eh bien celui-ci va concorder avec une affaire qui date de 2006 pour un crime non élucidé. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir la traque d'un délinquant marseillais devenu en l'espace de 48 heures un dangereux criminel sexuel. Une série d'agressions de plus en plus violentes qui traumatiseront les victimes à jamais. On commence à me poser tout un tas de questions, du style est-ce que j'ai un copain, est-ce que je suis vierge? Et je crois que c'est à ce moment-là que je comprends ce qui va se passer en fait. Et que je comprends pourquoi il est là. Nous sommes à Marseille, dans le 8e arrondissement. Entre le parc naturel des Calanques, la plage du Prado et le célèbre stade Vélodrome. Ce secteur est l'un des plus prisés de la ville. C'est un quartier plutôt bourgeois à Marseille.
C'est-à-dire qu'il est peuplé de gens qui sont relativement aisés, classe moyenne et supérieure. Mais en ce jour d'automne, une véritable psychose va semer le trouble dans le quartier. Le 12 novembre 2015, dans la matinée, le téléphone sonne au commissariat du 8e arrondissement. La police reçoit un appel ce jour-là qui leur signale qu'effectivement il y a une difficulté pour 2 femmes qui se trouveraient en danger. L'alerte est lancée par une lycéenne qui vient de recevoir des messages inquiétants de Marie, sa professeure. L'enseignante de 25 ans se trouverait actuellement au domicile de sa mère, Françoise. Immédiatement, les policiers marseillais se rendent sur place. Ils découvrent Marie, Françoise, qui viennent d'être victimes d'une agression de la part d'un jeune homme et qui effectivement vient de s'enfuir à la vue de la police. Alors, que s'est-il passé dans cet appartement du 8e arrondissement? Que vont révéler Marie et Françoise aux enquêteurs? Et où se trouve leur agresseur? Face aux policiers, les 2 victimes racontent ce qu'elles ont subi. Plus tôt, ce matin, Marie, qui vit avec sa mère, laisse ouverte la fenêtre de sa chambre, située au rez-de-chaussée. Avant de partir travailler, vers 8 heures, la jeune femme tombe nez à nez avec un intrus. Donc je vais à sa rencontre en fait, en essayant d'être un peu sûre de moi. Et je crie « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Partez tout de suite !» Alertée par les cris de sa fille, Françoise entre à son tour dans la chambre. Une bagarre éclate et les 2 femmes sont bousculées jusque dans la cuisine. La mère de famille saisit alors un couteau, mais se fait rapidement désarmer par l'agresseur. Il le tire par le manche, ce qui fait qu'il lui entaille un doigt au passage. Ça saigne partout. Il me dit « Oh, c'est rien, c'est qu'une petite égratignure. Mets ta main sous l'eau froide. » L'individu attache Françoise avec des liens en plastique et conduit Marie dans sa chambre. Il lui demande d'appeler à son travail pour prévenir qu'elle ne viendra pas aujourd'hui. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis il faut que j'arrive à transmettre un message, même si c'est un peu comme une bouteille à la mer. Donc je décide, au lieu d'appeler la secrétaire du lycée où je travaille, je décide d'appeler une de mes élèves. Et comme il y a le haut-parleur, en fait, je lui dis « Bonjour, madame la secrétaire. Voilà, c'est pour vous dire que je ne pourrais pas être là aujourd'hui. » Au bout du fil, l'élève joue le jeu et l'agresseur de Marie ne se rend compte de rien. Et ensuite, il commence à me poser tout un tas de questions, du style « Est-ce que j'ai un copain ? Est-ce que je suis vierge ?» Ce genre de choses. Et je crois que c'est à ce moment-là que je comprends ce qui va se passer en fait. Et que je comprends pourquoi il est là. Sous la menace d'un couteau, Marie est violée à plusieurs reprises. Françoise, quant à elle, tente par tous les moyens de se libérer. J'ai sautillé jusqu'à la cuisine pour essayer de prendre un couteau pour essayer de me détacher les chevilles. Je suis tombé sur un tabouret. C'est ce qui l'a alerté. Il est venu une première fois. Il m'a dit reste tranquille, mais sinon je tue ta fille. Retenue prisonnière dans sa chambre, Marie réussit pourtant à utiliser son téléphone portable. Je retente une bouteille à la mer en fait,
Et j'envoie un texto à cette même élève pour que vraiment elle accumule, en fait, si vous voulez, les bizarreries et qu'elle se dise non, là, il y a un souci. L'étudiante comprend que sa professeure est en danger et compose, sans plus attendre, le 17. Mais l'intrus réussit à prendre la fuite avant l'arrivée des policiers. Marie et Françoise vont décrire leur agresseur aux enquêteurs comme quelqu'un qui est grand, métis, aux yeux bleus. Marie précise que l'agresseur porte une cicatrice à l'aine, qu'il a le sexe rasé. Françoise, de son côté, va le décrire dans une attitude un peu flottante, un peu perdue, mais qui sait quand même ce qu'il fait et qui est véritablement menaçant. Marie explique également que son agresseur a emporté avec lui son préservatif. Mais peut-être a-t-il laissé son ADN ailleurs. Les policiers réalisent donc des prélèvements dans la chambre de l'enseignante et sur les liens qui ont servi à entraver Françoise. À l'extérieur du domicile, les enquêteurs vont retrouver notamment les draps qu'il a emportés pour qu'on ne retrouve pas de traces de son méfait. Et les enquêteurs vont retrouver également le couteau à pain dont Françoise s'empare pour tenter de le faire fuir. Alors, quelle est l'identité de ce violeur? En est-il à sa première agression? Et les policiers parviendront-ils à l'interpeller? Prise en charge par les pompiers, Marie et Françoise sont emmenées aux urgences. En attendant les résultats des analyses ADN, les enquêteurs se concentrent sur le profil des deux victimes. Marie est assez discrète, elle mène sa vie de professeure, c'est une très grosse travailleuse. Et Françoise est la mère de plusieurs filles qui les a élevées sans leur père. Je dirais que ma mère est une femme forte, avec un caractère assez autoritaire, dans le sens où elle est indépendante. Et elle a tendance, du coup, à rebondir assez facilement et à s'adapter aux situations. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs effectuent un rapprochement avec d'autres affaires. 2 jours plus tôt, une femme, que nous appellerons Isabelle, a en effet porté plainte à la suite d'une agression. Elle explique que le 10 novembre au matin, un homme est venu l'aborder dans le parking d'un centre commercial. Il va la draguer lourdement. Il va tenter de l'embrasser, elle va refuser, elle va se défendre. Isabelle le rejette et elle parvient à s'enfuir, l'homme n'insiste pas. Ce même jour, vers 18h, la police est à nouveau appelée. Cette fois, pour un cambriolage en cours dans une résidence du 8e arrondissement. Et lorsqu'ils arrivent sur place, une jeune femme court à leur rencontre, poursuivie par un homme. À la vue des policiers, l'individu s'évanouit dans la nature. Face aux enquêteurs, la victime, que nous appellerons Lola, raconte que cet homme l'a agressée, ainsi que son petit ami. Le compagnon de Lola rencontre un rôdeur dans la résidence, rôdeur qui ne veut pas partir, et il va donc se battre tout de suite avec lui. Le rôdeur va l'emmener dans son appartement et va continuer à lui porter des coups. Et lorsque Lola arrive à la maison, elle entend son mari crier, puisque lui, il a peur, il sait qu'elle va arriver, il veut la prévenir qu'elle n'entre pas dans le domicile. Et à ce moment-là, elle appelle les services de police parce qu'elle comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Armé d'un couteau, l'individu enferme Lola et son conjoint blessés dans la cave de l'immeuble. Après les avoir dépouillés de leur argent et de leur téléphone, il emmène la jeune femme avec lui.
Lola et l'agresseur sortent de la cave, remontent pour quitter les lieux. Et à ce moment-là, comme elle avait appelé les services de police avant, elle voit les services de police au loin, elle s'échappe, elle va les prévenir et lui prend la fuite. 1 heure plus tard, une autre agression est signalée dans le même quartier. Et là encore, la police découvre une jeune femme terrorisée. Un homme, muni une fois encore d'un couteau, s'est introduit chez elle. L'agresseur essaye de lui baisser le pantalon, de l'agresser sexuellement. Il est déstabilisé parce que l'enfant de cette femme est dans l'appartement et donc il va décider de l'emmener à l'extérieur. Ils vont s'éloigner un petit peu de l'appartement et elle va dire qu'elle a oublié le bip du portail. Donc elle va retourner dans son appartement et tout verrouiller de l'intérieur. En l'espace de 48 heures, 4 agressions ont donc été signalées dans le même périmètre. Pour les enquêteurs, il ne peut s'agir d'une coïncidence. Le mode opératoire ainsi que la description de l'agresseur sont identiques. À la recherche de nouvelles informations, les policiers interrogent alors les habitants du quartier. Ils décrivent effectivement une personne qui rôde, qui effectue, on le dira, peut-être des repérages. Et un couple dans le quartier va se manifester pour signaler qu'un jeune homme en pleine nuit a tenté de pénétrer dans leur maison. Et ils reconnaîtront ce jeune homme comme le fils de l'ancien propriétaire qui leur a vendu le bien. Il s'agit de David, un homme de 27 ans. Des témoins affirment l'avoir aperçu prendre un taxi non loin du lieu des agressions. Interrogé par les enquêteurs, le chauffeur se souvient très bien de ce client particulier. Un jeune homme qui est perdu, qui transpire beaucoup et qu'il va déposer dans un hôtel du 9e arrondissement de Marseille. Alors, David est-il l'agresseur du 8e arrondissement de Marseille? Quel est son profil? Et la police va-t-elle réussir à l'interpeller? Aussitôt l'identité du suspect révélée, les enquêteurs marseillais consultent leurs fichiers et ils vont découvrir qu'il est très connu des services de police. C'est quelqu'un de très connu des services de la justice. Il a un casier très important et d'ailleurs, depuis son enfance, il n'a connu que la délinquance. David est né au Cameroun, est venu avec sa mère et son beau-père en France. Ils ont résidé d'abord à Paris, ensuite à Marseille, puis ses parents sont partis en Outre-mer alors que lui continuera de résider en France. Livré à lui-même, David étoffe peu à peu son casier judiciaire. Et en 2015, il en est déjà à sa 13e condamnation. Il erre dans le quartier, il a de mauvaises fréquentations. Il vole, il commet quelques violences, mais des violences qui ne représentent pas encore un danger particulier. C'est le courant de la délinquance de quartier. En plus de ce profil violent, les policiers découvrent que David souffre de schizophrénie. Il a des problèmes psychiatriques, mais qui n'ont pas encore été diagnostiqués jusqu'en 2009. Mais on sent bien que c'est un enfant qui n'est pas normal. C'est un enfant agité, un enfant à problème. Le 12 novembre 2015, quelques heures après l'agression de Marie et Françoise, les enquêteurs se rendent à l'hôpital où le chauffeur de taxi dit avoir déposé le suspect. Un des membres du personnel de l'hôtel va leur préciser qu'un certain David loge bien dans cet hôtel. Ils vont se rendre dans sa chambre et découvrir une partie de ses affaires, des liens et des préservatifs.
David a quitté les lieux il y a seulement 1 heure. Et dans sa fuite, il a abandonné des affaires dans une poubelle près de l'hôtel. Et notamment, un préservatif usagé. Il y a un dispositif de sécurité très important qui se met en place, plusieurs brigades de police, la cynophile, un hélicoptère, tout le monde est à sa recherche à Marseille à ce moment-là. Les recherches ne donnent rien jusqu'au soir où on va le retrouver chez un coiffeur dans le 2e arrondissement. Repéré par les caméras de vidéosurveillance, le suspect est arrêté par une patrouille de la brigade anticriminalité. On va retrouver sur lui un couteau, des gants, du scotch et on va procéder au premier prélèvement ADN. David est emmené à l'hôtel de police. Sur place, un médecin constate qu'il est effectivement porteur d'une cicatrice à l'aine. Plus tard, dans la journée, le jeune homme est présenté aux victimes derrière un miroir sans teint. Si l'agresseur de Marie portait une écharpe sur le visage et des lunettes de soleil au moment des faits, il les a retirées, l'espace d'un instant. J'arrive rapidement à reconnaître mon agresseur, mais en me basant que sur ce que j'ai pu voir de lui, à savoir ses yeux, ses sourcils. Du coup, je l'identifiais comme pouvant être lui, en fait. Les autres victimes vont à leur tour identifier David comme étant leur agresseur. Alors, quelle sera la version du suspect? Avouera-t-il l'intégralité des faits? Et que vont révéler les prélèvements ADN? Placé en garde à vue, au siège de la police marseillaise, le suspect adopte un comportement des plus étranges. David est absent pendant les interrogatoires. Il répond aux questions qu'on lui pose de manière très distraite, comme si il n'était pas concerné par les faits dont on est en train de lui parler. L'homme de 27 ans se dit fatigué et sujet à des trous de mémoire. Il assure ne plus se souvenir de ces dernières 48 heures. Pourtant, les résultats des analyses ADN laissent peu de doute quant à son implication dans cette affaire. Ils sont accablants en ce qui concerne Marie, puisque sur le préservatif, on va retrouver l'ADN de Marie et l'ADN de David. Confronté à ces nouvelles preuves, David change peu à peu de version. Il commence à reconnaître les faits sur la personne qui a fait l'objet d'un viol lors de sa 3e audition. Et finalement, mollement, je dirais, il reconnaît l'intégralité lors de la 4e audition. On va comprendre que son mobile serait financier et qu'il tenterait de cambrioler chez ces jeunes femmes, et puis que finalement, une fois sur place, il aurait d'autres intentions. Au cours des 4 agressions, David a violé ou tenté d'agresser sexuellement ses victimes. Le jeune homme justifie ses passages à l'acte en évoquant des traumatismes juvéniles. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal, mais c'est parce qu'on m'a fait du mal quand j'étais petit. Et il demeurera attaché à cette explication. Dans sa jeunesse, il aurait été lui-même victime de viol de la part de cousines ou de vieilles tantes. Placé en détention provisoire à la prison des Baumettes, David est entendu par les psychiatres. Malgré le fait qu'il soit diagnostiqué schizophrène, les experts concluent non pas à une abolition,
mais à une altération du discernement. Parce que il dénote chez lui quelques espaces de conscience qui leur permettent de dire qu'il n'est pas tout le temps sous l'effet de son trouble mental. David est déclaré responsable de ses actes et il sera jugé devant une cour d'assises pour des faits de viol commis sous la menace d'une arme, d'agression sexuelle et de tentative d'enlèvement. Alors, quelle sera l'attitude de David pendant le procès? Comment l'accusé réagira-t-il face aux témoignages de ses victimes? Et quel verdict sera rendu par la Cour? Incarcéré à la maison d'arrêt des Baumettes, David multiplie les séjours en hôpital psychiatrique pour malades difficiles. C'est un détenu réfractaire. Il pose des problèmes pendant sa détention. Il a tenté de se suicider, il a tenté de s'évader, il a agressé un surveillant, et donc on arrive au procès dans ces conditions-là. Le 23 avril 2019, l'audience s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Je me dis enfin, ça va peut-être mettre un point final à ces 4 années. Je redoute pas forcément de le voir parce que pour moi c'est juste un individu. C'est pas quelqu'un que je pourrais qualifier d'être humain ou quoi que ce soit. Pour moi c'est presque juste un morceau de chair, quoi. C'est une coquille et j'éprouve rien envers lui, quoi. Dès le premier jour, David, 30 ans, se fait remarquer par son attitude désinvolte. Il est parfaitement indifférent, à tel point qu'il va marquer son absence au procès qui le concerne en s'allongeant sur le banc des accusés. Et donc, pendant la plus grande partie du temps, il va être invisible aussi bien des jurés, de la cour, que des parties civiles, puisque visuellement, le banc se trouve sous la balustrade et donc personne ne pourra le voir la moitié du temps. J'ai jamais vu ça. J'ai vu des accusés s'emporter, être vulgaires, être agressifs envers la cour, envers le président, envers les victimes. Mais un accusé qui, pendant plusieurs jours de procès, dort, j'ai rarement vu ça. Je crois que c'est la première fois de ma carrière. Mais pour l'avocat de la défense, l'accusé est avant tout une personne souffrant de schizophrénie. Je le défends autant que je peux, en indiquant que, manifestement, il a agi dans le cadre d'un délire permanent pendant 48 heures. Un délire permanent qui résulte de son trouble mental. Au cours des 4 jours de procès, Marie et les autres victimes se succèdent à la barre pour raconter le calvaire qu'elles ont vécu. Le témoignage est assez pénible, puisqu'encore une fois, pour la 1000e fois en 4 ans, je dois encore raconter depuis le début ce qui s'est passé. Et c'est d'autant plus pénible que lui, il est là, en fait, comme s'il savait très bien qu'on parlait de lui, mais que ça lui faisait ni chaud ni froid, quoi. Lorsqu'il ne fait pas preuve d'indifférence, l'accusé déclame des propos énigmatiques. Il a cette formule, il dit tout ça c'est des yaourts sans sucre. Personne ne comprend vraiment de quoi il veut parler et le président lui demande de préciser et au bout d'un moment il dit oui, forcément c'est des petites natures. Voilà,
Et c'est ça la seule chose qu'il va dire, qu'il va adresser à ses victimes, c'est ça. Une provocation. L'avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de David. Mais son altération du discernement fait finalement pencher la balance. Le 26 avril 2019, l'homme est condamné à 20 ans de prison. David est totalement indifférent au moment où il entend prononcer le verdict qui est prononcé à son encontre. Et sa seule préoccupation au moment où le verdict tombe, c'est de savoir qu'il va enfin pouvoir rejoindre son lieu de détention. Aujourd'hui, 4 ans après les faits, le spectre de l'agresseur sexuel a quitté le 8e arrondissement de Marseille. Mais pour les victimes, le traumatisme reste profond. Moi, je supporte pas les portes qui claquent. Je supporte pas les murs un peu qui grincent, les bruits qu'on entend des voisins où on a l'impression que c'est chez nous. Et c'est des moments épisodiques en fait de terreur absolue en fait. Pendant 2 ou 3 ou même une microseconde, on se dit ça y est, il y a quelqu'un et ça va recommencer. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique d'un père de famille dont la vie va basculer un soir d'octobre 2011. Un crime au mobile mystérieux qui a bouleversé tous les habitants d'un quartier et brisé une famille à jamais. Le commissariat de Toulon est appelé, des coups de feu ont retenti, un ou plusieurs, on ne sait pas encore, et une personne serait décédée. Nous sommes à La Garde, dans le département du Var. Perchée sur un piton rocheux, la vieille ville domine la mer Méditerranée et offre à ses visiteurs un important patrimoine architectural. La Garde est une commune de 25 000 habitants environ, située entre Toulon et Hyères. Petite commune qui est à la fois entourée de montagnes et de belles plages. C'est une commune qui n'a pas véritablement mauvaise réputation et c'est une ville où il fait bon vivre. Pourtant, le dimanche 2 octobre 2011, la ville va connaître une agitation inhabituelle. Il est 21h30 lorsqu'un événement va semer la panique dans le quartier de la Planquette. On entend une détonation, certains même parlent de bombes, enfin, on n'est pas très sûr de ce qui vient d'arriver. Très vite, le commissariat de Toulon enregistre de nombreux appels. Au téléphone, les témoins assurent que des coups de feu auraient retenti dans un immeuble du quartier. Un ou plusieurs, on ne sait pas encore. À ce moment-là, les enquêteurs se rendent sur place très rapidement. Et au moment de leur arrivée, il y a déjà beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'agitation quand ils arrivent parce que le quartier est en effervescence du fait déjà de la détonation qui a quand même interpellé beaucoup de gens. Alors, que s'est-il vraiment passé dans le quartier de la Planquette? Des coups de feu ont-ils été échangés? Et y a-t-il des victimes? Dans le hall de l'immeuble, les enquêteurs découvrent le corps sans vie d'un homme d'une trentaine d'années. Allongé sur le dos, la victime porte un short et des tongs.
Une large blessure est visible sur son thorax. Sur place, une femme du nom de Linda interpelle les policiers. Elle se présente comme l'épouse de la victime, un certain Hichem. Au même moment, les parents du défunt arrivent à leur tour dans le hall. On a trouvé les pompiers, tout le monde, tout. Et on approchait un petit peu vers la porte de rentrée. Et là, je vois mon fils à terre, sur le tapis, sur le paillasson. Et la police m'a pris. À la recherche d'indices, les policiers toulonnais inspectent la scène de crime. Les enquêteurs vont retrouver à proximité du corps un étui de cartouche, mais également une cartouche qui n'aurait pas été tirée. Hichem a vraisemblablement été abattu. En s'intéressant de plus près à sa blessure, les enquêteurs réalisent que le tireur ne lui a laissé aucune chance. Il y a une trace de sang qui est immense sur le corps et au sol. La victime est décédée d'un coup à bout portant, en plein thorax. Pourtant, la victime présente un casier judiciaire vierge et n'a pas le profil du délinquant chevronné. Ce carreleur de profession est simplement connu des services de police pour usage de stupéfiants. On n'a pas de problème d'ordre psychologique. Il a eu une petite période qui ne sera pas d'ailleurs contestée où il a eu tendance à boire un petit peu au moment où il perd son emploi. Serviable et généreux, cet artisan de 35 ans semblait faire l'unanimité dans la ville de La Garde. C'est le cadet d'une famille de 4 enfants. Il a grandi dans la ville de La Garde. Après être né en Algérie, il a rejoint avec sa maman son papa qui travaillait en France, avec ses 2 sœurs et son frère. Il va avoir une adolescence et une enfance paisible. Il ne fait pas parler de lui. C'est à l'adolescence qu'Hichem rencontre Linda, l'une de ses voisines. Ils se mettent en couple et quelques années plus tard, deviennent les parents de 2 garçons, âgés de 4 et 9 ans, au moment des faits. Les parents de la victime n'arrivent pas à comprendre pourquoi leur fils a perdu la vie dans de telles circonstances. Un homme gentil, elle n'en a pas des ennemis. C'est la question qu'on a tous. Qui c'est qui l'a fait? Est-ce que c'est une erreur? Hichem, c'était un bon garçon et trop aimé par les voisins, par moi. Moi aussi, je l'aime mon fils, parce que c'est le dernier, c'est le chouchou de la famille. C'est un homme qui, toujours souriant, toujours là quand vous avez besoin de lui. Quelqu'un de tout à fait normal, qui aime ses enfants, qui est un bosseur, un travailleur. Afin d'identifier le meurtrier d'Hichem, les enquêteurs interrogent les habitants de l'immeuble. L'un d'eux raconte avoir vu un homme vêtu d'un pull à capuche prendre la fuite quelques instants après les détonations. Également entendu, Linda, l'épouse de la victime, assure qu'Hichem a passé la soirée en famille dans leur appartement. Dès ses premières déclarations, elle va indiquer qu'elle se retrouve dans la chambre avec son fils, qu'elle entend sonner à l'interphone et que son mari lui dit « c'est mon copain, je descends ». Ce mystérieux ami serait-il impliqué dans le meurtre? Alors que les enquêteurs commencent à explorer cette piste, une rumeur se répand dans le quartier où a eu lieu le drame. Le frère de Linda, très proche d'Hichem, soupçonne un homme. Il arrive en criant. C'est Kamel, c'est l'amant de ma sœur, qui l'a tué. Alors,
Qui est Kamel? Est-il responsable de ce drame? Et pour quelle raison aurait-il abattu Hichem? Dans la nuit du 2 octobre 2011, tandis que le corps d'Hichem est envoyé à l'Institut médico-légal de Marseille, les enquêteurs interrogent Linda, notamment au sujet de sa prétendue relation avec Kamel. Elle va reconnaître qu'elle a un amant qui s'appelle Kamel et qui vit à Marseille, dans le 14e arrondissement. À aucun moment, elle ne va indiquer aux enquêteurs qu'elle a des soupçons sur son amant. Elle va d'ailleurs dire que selon elle, il existe deux pistes plausibles, l'une liée à un règlement de compte dans un trafic de stupéfiants, l'autre liée à un litige employeur-employé. Les enquêteurs vont toutefois prendre la piste de l'amant très au sérieux et contacter leurs homologues marseillais. Ils ont également le nom, une adresse assez vague, et les policiers vont retrouver sa véritable adresse et vont se mettre à la recherche de cet individu qui va être retrouvé au bout de 2 heures dans un véhicule à côté de son domicile. Il est minuit lorsque Kamel est interpellé en compagnie d'un autre homme que nous appellerons Morad. Immédiatement, les policiers toulonnais procèdent à la fouille du véhicule. Dans le coffre de la voiture de Kamel, les policiers vont trouver des vêtements noirs et puis un couteau de cuisine et un poignard. En attendant les résultats des expertises, Morad et Kamel sont rapatriés au commissariat de Toulon. En consultant leurs fichiers, les policiers réalisent que les deux individus présentent des profils bien différents. Kamel est un homme de 29 ans qui travaille comme agent de sécurité, qui n'est pas connu des services de police, qui travaille dans une association, a monté une association de quartier. Il est également disc-jockey certains soirs. C'est quelqu'un qui, a priori, ne présente pas le profil d'un assassin. On n'a jamais fait parler de lui. C'est un garçon qui a un travail, qui est inséré dans la société. Morad, en revanche, est un peu connu de la justice. Il a un casier judiciaire. Il a notamment été radié de l'armée pour avoir organisé un trafic de stupéfiants. Et puis il est connu pour vol également. Placés en garde à vue, les suspects sont interrogés séparément. Kamel reconnaît être l'amant de Linda, mais nie toute implication dans le meurtre de son mari. Dans un premier temps, Kamel va expliquer aux enquêteurs qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il vient de se faire interpeller. Il explique qu'il n'est jamais allé à la garde et que la preuve en est, c'est qu'il a téléphoné ou envoyé des SMS au moment où il est supposé être sur les lieux du crime. Sans plus attendre, les enquêteurs vérifient la géolocalisation de son téléphone. Et effectivement, son portable a borné à Marseille dans la soirée du 2 octobre. Mais lors de son audition, Morad va mettre à mal l'alibi de son ami. Il raconte que Kamel lui a confié son téléphone le soir des faits. Morad vient dire j'ai effectivement envoyé 3 SMS qui étaient déjà préparés à l'avance. Je savais ce que je devais envoyer, je savais à quelle heure je devais l'envoyer, je savais à qui je devais l'envoyer. Mais en revanche, je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait ça parce que Kamel est un type que j'aime bien. Il m'a demandé ce service, je lui ai rendu ce service. Les résultats des analyses scientifiques vont accabler encore plus Kamel. Des résidus de tir ont été retrouvés sur sa veste. Et ce n'est pas tout. Lors d'un second examen du véhicule de Kamel, les enquêteurs mettent la main sur une note manuscrite comportant des informations troublantes. Le nom, la photo de la victime, une adresse
un numéro de téléphone de la victime, tout un tas d'indices qui intriguent les enquêteurs et leur font comprendre que la version initiale de Kamel n'est pas la bonne. Poussé dans ses retranchements, l'amant de Linda change finalement de version. À partir de là, les questions vont s'intensifier, l'étau se resserre. Kamel avoue ce qu'il a fait. Il présente les choses en indiquant qu'il a agi seul, il ne met personne en cause. Il se présente un peu comme le sauveur de la femme et des enfants qui subissent une violence domestique. Le 3 octobre 2011, à la suite de ces révélations, Kamel est placé en détention provisoire à la prison de la Farlène. Morad, quant à lui, est relâché. Alors Kamel dit-il enfin la vérité? A-t-il réellement tué Hichem pour protéger sa maîtresse? Et Linda était-elle au courant de son projet meurtrier? À Toulon, face aux révélations de Kamel, les enquêteurs auditionnent à nouveau la femme du défunt. Elle présente son mari comme un papa qui aime ses enfants, mais un homme qui a des problèmes liés à l'alcool, qui a perdu son emploi et qui a su se montrer violent avec elle. Toutefois, Linda dément les violences envers leurs enfants. Elle assure également qu'elle n'était absolument pas au courant des motivations criminelles de son amant. Suspicieux, les enquêteurs décident de s'intéresser à la personnalité de Linda. C'est une mère de famille qui s'est mariée, qui a eu 2 enfants, qui évolue dans un milieu professionnel qui est essentiellement composé d'hommes, donc elle est plus ou moins obligée de faire le nécessaire pour s'imposer, peut-être plus que les autres. Elle avance dans la société. Elle a de l'ambition, c'est à mettre à son crédit, et elle est reconnue dans son domaine comme étant une très bonne salariée. En l'interrogeant davantage sur sa relation avec Hichem, les enquêteurs découvrent que le couple était en instance de divorce. Linda indique qu'elle veut divorcer parce qu'elle en a marre de son mari, parce que ça ne va plus depuis des années, parce qu'il est temps de passer à autre chose, parce qu'elle a un amant. Ce divorce devait être acté par un juge aux affaires familiales le 7 octobre 2011. Linda viendra dire « J'avais aucune raison de faire tuer mon mari puisque nous divorcions à l'amiable par un divorce par consentement mutuel 5 jours plus tard. » Malgré tout, les policiers vont la placer sur écoute et apprendre qu'elle joue sur 2 tableaux. Elle va être en contact avec un ami de Kamel. Elle se plaint auprès de cet interlocuteur qu'elle n'arrive pas à voir Kamel au téléphone, qu'il ne l'appelle pas. Elle vient dire des choses qui sont fortes, c'est-à-dire qu'elle n'ose pas bouger de son siège pendant son poste de travail, de peur de rater un appel téléphonique de Kamel. Le 17 février 2012, 5 mois après le meurtre, l'affaire connaît un coup de théâtre. Kamel demande à être à nouveau auditionné par le juge d'instruction. Il a appris depuis sa cellule que Linda se porte partie civile. Et ça, Kamel l'accepte pas du tout. Il se sent complètement trahi. Et du coup, il sollicite le juge pour donner tous les détails de cette affaire. Il explique que, en fait, c'est Linda qui a tout manigancé. Alors, Linda est-elle réellement l'instigatrice de ce meurtre? Quel pourrait être son mobile? Et comment réagira-t-elle face à la nouvelle version de Kamel? À Toulon, dans le bureau de la juge d'instruction, Kamel persiste
et signe. Linda est bien le cerveau de cet assassinat. C'est elle qui a donné les éléments d'identification d'Hichem, la photo, l'immatriculation, le numéro de téléphone. Et elle devient le commanditaire de cet assassinat. Dans un premier temps, il a essayé de trouver quelqu'un qui pourrait faire, entre guillemets, le travail à sa place. Il lui a donc demandé si elle était prête à payer pour ça, et elle a dit oui. Comme il n'a pas réussi à trouver quelqu'un, c'est pour ça qu'il a décidé de le faire lui-même. À partir de là, un véritable plan meurtrier se met en place. Il vient expliquer qu'il s'est rendu à la garde avec un complice qui ne savait pas ce qu'il allait faire, qu'il a sonné à l'interphone, qu'il s'est réfugié et caché dans un petit cagibi au rez-de-chaussée. Hichem est descendu et il lui a tiré dessus. L'arme n'a jamais été retrouvée. Kamel ne voudra jamais dire ce qu'il en a fait. Il indiquera l'avoir rendue à son légitime propriétaire. Le 22 février 2012, à la lumière de ces révélations, les enquêteurs décident de placer la veuve d'Hichem en garde à vue. Elle nie toute implication. Elle est très étonnée de cette nouvelle version. Par contre, elle évoque que, effectivement, Kamel pouvait avoir montré des signes de colère dans ses propos envers Hichem. Mais alors que Linda assure ne pas avoir écrit la note comprenant l'adresse et le numéro de téléphone de la victime, l'expertise graphologique va la contredire. Elle est bien l'auteur de ce document, retrouvé dans la voiture de Kamel. Fort de cette information, les enquêteurs varois examinent le contenu de l'ordinateur de la veuve. Linda a fait des recherches un peu troublantes sur quelles sanctions pénales pour les crimes passionnels. Il découvre aussi à cette occasion qu'il y a des échanges de mails avec non pas un amant mais 2 amants. Interrogé à son tour, ce second amant va dresser le portrait d'une femme sulfureuse. Elle a envie de profiter de la vie, on a cette impression-là. Elle en joue. Son autre amant va venir dire qu'il est gâté, qu'elle lui paye des chambres d'hôtel à 650 €, qu'elle lui paye des habits de marque. Elle a une emprise sur certains hommes qui est impressionnante. Le terme machiavélique va être employé. La sœur et les parents du défunt ne sont pas non plus tendres avec Linda. Il la dépeigne comme une femme qui fait le vide autour d'elle, qui essaye d'écarter Hichem de sa propre famille et qui a un côté manipulateur. Certains la décriront comme mythomane. On sait qu'elle a menti dans cette procédure. Elle a un côté sombre qu'on a du mal à percer. C'est une évidence. Et si tout semble accuser Linda, un élément essentiel manque dans cette affaire, le mobile de ce crime. Il n'y avait pas d'assurance vie qui lui aurait permis d'hériter en cas de décès. Ils n'avaient pas de biens en commun, donc ça c'est vraiment quelque chose qui restera mystérieux dans ce dossier. Malgré ces zones d'ombre, Linda est mise en examen pour complicité d'assassinat et placée en détention provisoire le 22 février 2012. Alors, reviendra-t-elle sur sa version au moment du procès? Les proches d'Hichem auront-ils enfin les réponses à toutes leurs questions? Et quel sera le verdict? Le 10 mars 2015, 4 ans après la mort d'Hichem, le procès tant attendu des amants terribles s'ouvre devant les assises du Var, à Draguignan.
Vous avez beaucoup de monde qui vient assister au débat. On a l'impression que la salle a fait son choix. La salle vient soutenir la famille de la victime. La salle vient attendre la condamnation de Linda. Tout la garde est persuadé que Linda est derrière tout ça. Tout le monde, sauf les enfants du couple. Leur position, elle est très claire. Leur mère n'est pas coupable. Kamel, c'est celui qui a tué notre père. Et en plus, il entraîne notre mère dans sa dérive. Et nous, on est privés de notre papa parce qu'il est décédé. Et on est privés de notre maman puisqu'elle est incarcérée. Décrite comme une femme forte et manipulatrice au moment de l'instruction, Linda n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quand je vois le portrait qu'on a pu en faire et que je la vois dans le box, je ne vois pas la même personne. Elle a comme les traits tirés, elle n'est pas vindicative, elle essaye de répondre aux questions qu'on lui pose. Je pense qu'elle est très mal à l'aise aussi parce que dans la salle, il y a sa famille. Si Kamel reconnaît les faits, Linda, elle, continue de clamer son innocence et martèle qu'elle n'avait aucune raison de tuer son mari. Pour son avocat, la veuve d'Hichem est avant tout victime de sa mauvaise réputation. C'est une femme qui est libre, elle mène sa vie comme elle l'entend. Et on a pu découvrir dans le cadre de la procédure qu'elle ne fréquentait pas que Kamel. Selon les critères de certains, ça fait partie des éléments qui pourraient la faire passer pour la maîtresse diabolique. Alors que le mobile du crime anime les débats, l'avocat des parties civiles assure que Hichem voulait donner une seconde chance au couple. Un point capital de cette affaire, c'est le fait de savoir si le couple allait ou non divorcer quelques jours après la mort d'Hichem. Visiblement, il faisait des efforts, il essayait de la reconquérir. Et je reste persuadé qu'Hichem ne voulait pas divorcer, et c'est ce qui a peut-être précipité sa mort. Malgré ce doute sur le mobile, la cour d'assises du Var condamne Linda à 25 ans de prison et Kamel à 22 ans. Ce verdict est accueilli par des hurrahs et des bravos dans la salle d'audience. C'est glaçant lorsqu'on entend ça, et j'ai le souvenir de voir la famille de Linda qui part, et on a l'impression que la justice a été faite. Mais pour la famille, ces peines ne suffisent pas à apaiser leur douleur. Je voulais que ça soit plus, parce que c'est la mort de Hichem, ça, pour moi, c'est rien. Elle a tué mon fils et en plus, elle dit qu'il était innocent. Et pour ne rien arranger à leur peine, Linda décide de faire appel de sa condamnation. Le 11 septembre 2019, 4 ans après le premier procès, les deux accusés écopent finalement de 20 ans de réclusion. Depuis, Kamel a saisi la Cour de cassation. En attente de ce nouveau procès, il reste à ce jour présumé innocent. Aujourd'hui, plus de 8 ans après ce funeste 2 octobre 2011, la famille d'Hichem ne parvient toujours pas à avancer sans lui. Nous, on a enterré Hichem. Nos vies, il est parti avec lui. Hein. Ça, on sait, mais c'est dur. C'est très dur. J'ai toujours la voix à mon oreille quand il sonne à l'interphone. Il me dit, ouvre maman, c'est Hichem. Depuis la mise en examen de Linda, les enfants de la victime sont désormais élevés par leurs grands-parents maternels. Les personnes qui ont le plus souffert dans cette procédure, ce sont les gamins.
qui ont plus leur père et qui ont plus leur mère parce que depuis 8 ans, et qui sont persuadés de l'innocence de leur mère parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ce qui les fait tenir, c'est de penser que leur mère n'a pas pu faire ça. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire de Marina, une veuve de 52 ans, victime d'une rencontre fatale sur Internet. Une enquête palpitante qui amènera les policiers marseillais à résoudre non pas un, mais 2 meurtres sordides. Il y a des points d'incertitude dans le dossier, hein, c'est sûr, parce que les questions restent posées. Quel était son intérêt de tuer ces 2 femmes? Ni prendre l'argent, ni les viols, ni... bon, c'est quoi? Nous sommes à Marseille, la 2e ville de France. Monument historique, quartier résidentiel et cité HLM façonnent l'architecture de la cité phocéenne, qui accueille plus de 860 000 habitants. Marseille, c'est une ville qui est excessive, donc qui est très belle, qui bouge beaucoup. C'est une ville tellement vivante parce que c'est d'abord un port, parce qu'on y rencontre tout le monde, parce que différentes couleurs se croisent. C'est une ville méditerranéenne. À 52 ans, Marina vit seule dans les quartiers nord du 13e arrondissement de la ville. Chaque jour, elle a pour habitude de téléphoner à ses proches. Mais le vendredi 29 juin 2012, cela fait 48 heures que Marina ne donne plus de nouvelles. Préoccupée par ce mutisme, sa fille aînée se rend à son appartement. Elle décide d'y aller. Et puis là, effectivement, elle voit que ça répond pas. Là, elle s'inquiète vraiment. Et là, elle commence effectivement à téléphoner à la fois aux pompiers, à la fois à la police, et puis c'est l'arrivée des pompiers. Ne parvenant pas à ouvrir la porte d'entrée, les pompiers cherchent d'autres moyens pour pénétrer dans les lieux. On passe du toit, je m'attache avec une corde et je descends du toit au dernier étage sur le balcon de la personne. La baie vitrée de Marina est ouverte. Le pompier pousse la porte et progresse dans le logement, plongé dans la pénombre. Je vois rapidement une porte entrouverte et je vois une personne qui est allongée sur le lit. Donc je lui parle. Il ne me répond pas et quand je m'approche à l'entrée, parce qu'on ne voyait pas très bien, c'était pas mal sombre, je vois qu'en fait, elle avait un sac plastique sur la tête. Donc je prends un pouls radial, je vérifie sa ventilation, là, ni l'un ni l'autre, et je me rends compte à ce moment-là qu'elle a autour du cou un câble de sèche-cheveux autour du cou en fait. Alors, s'agit-il de Marina? Pourquoi une telle mise en scène? Et les policiers marseillais retrouveront-ils des indices dans l'appartement? Sur place, la fille aînée de Marina confirme l'identité de sa mère. L'enquête est immédiatement confiée à la DIPJ de Marseille, la direction interrégionale de la police judiciaire. Aux côtés des enquêteurs, le médecin légiste investit les lieux. Évidemment, on met en scellé tout ce que l'on a pu prélever, c'est-à-dire le cordon, bien entendu, le sac plastique, tous les éléments environnants. Et surtout, nous avons fait, avec les enquêteurs, énormément de prélèvements ADN. On a fait énormément, on a bien insisté là-dessus. Après inspection des différentes portes et fenêtres, aucune trace d'effraction n'est constatée chez Marina.
la personne qui est rentrée, soit elle avait des clés, soit on lui a ouvert. Si on lui a ouvert, c'est que c'était pas une personne qui arrivait pour la première fois, a priori. Bon. En revanche, l'appartement semble avoir été fouillé. Et on va interroger rapidement sa fille pour savoir s'il y avait bien un ordinateur. Et effectivement, cet ordinateur a disparu. Il s'agit quand même d'une tour, donc c'est un ordinateur fixe qui est assez lourd à transporter. Le samedi 30 juin 2012, les résultats de l'examen médico-légal tombent. La veille au soir, il n'y avait pas de signe putréfactif, c'est-à-dire de décomposition du corps. Or, le lendemain matin, nous en avons constaté, ce qui a permis de dater un délai post-mortem d'environ 48 heures. Marina est donc morte entre l'après-midi du mercredi 27 et la matinée du jeudi 28. L'autopsie laisse également entrevoir une scène de crime violente. On a observé évidemment des signes correspondant à un syndrome asphyxique par phénomène de strangulation au niveau cervical, par ces fameux tours de cordon, 5 tours complets au niveau du cou, très serré. Pendant ce temps, à la DIPJ, les policiers auditionnent l'entourage de la victime afin de comprendre le profil de cette mère de 4 enfants. Marina, c'est une femme de 52 ans, qui est donc une veuve très jeune. Son mari, malheureusement, est décédé très brutalement chez eux, à la maison, ce qui a, je pense, été un premier traumatisme. Puis quelques temps après, sa fille, adolescente, est décédée d'un AVC. Depuis cette année noire de 2009, l'ancienne auxiliaire de vie souffrait de dépression. Elle a quand même un réseau d'amis qui sont sympathiques, qui sont fidèles. Bon, elle aura ça. Elle est en recherche d'affection, en recherche de compagnie. Elle fréquente des sites de rencontres pour lui permettre, espère-t-elle, de rencontrer l'âme sœur et refaire un petit peu sa vie et combler sa solitude. Peu de temps avant son décès, Marina s'était confiée à ses proches sur les relations qu'elle nouait en ligne. Sa fille va très rapidement orienter les enquêteurs vers un site de rencontre. Elle sait que sa mère est inscrite sur ce site. L'une de ses amies, la dernière personne à avoir vu Marina vivante, le 27 juin, indique aux policiers que la victime était en contact avec un homme. Et son amie témoignera en ce sens, en indiquant que lorsqu'elle lui a demandé avec qui elle discutait, Marina lui aurait répondu « C'est Kader, il n'arrête pas de me téléphoner, je ne veux plus le voir, je vais le lui dire, il faut qu'il arrête. » Toujours selon cette amie, Marina a reçu cet appel à 14h30, soit le jour présumé de son décès. Alors, la quinquagénaire avait-elle rendez-vous avec ce mystérieux Kader? Qui était cet homme? Et les enquêteurs vont-ils réussir à le localiser? À Marseille, la DIPJ ordonne des réquisitions auprès du site de rencontre utilisé par Marina. Ils mettent alors la main sur l'intégralité des conversations entretenues par la victime. Là, on va se rendre compte d'un nombre important de conversations, notamment entre le 21 juin et la date du décès
de Marina, notamment avec une personne qui a des photos de profil le représentant en gendarme et un pseudo Cruchot. Donc là, ça fait sérieux. Quand quelqu'un qui a un uniforme, ça, c'est pas un voyou, quoi. C'est pas très bien. Donc quelqu'un qui tranquillise. Dans son profil, l'homme précise qu'il est employé à la ville de Marseille. À l'aide des photos qu'il a publiées, du nom de son employeur et d'un prénom, Kader, les enquêteurs identifient un individu. C'est un Marseillais de 41 ans qui se prénomme, en fait, Abdelkader. C'est un homme tout à fait ordinaire, quelqu'un qui travaille à la sécurité civile à Marseille. C'est quelqu'un qui est très engagé dans la vie collective et qui, par aspiration, est gendarme volontaire. L'homme a déclaré à son employeur l'adresse d'un appartement situé rue de la République, en plein centre-ville. Les enquêteurs s'y rendent et tombent nez à nez avec le père d'Abdelkader, qui occupe, seul, le logement. Le père va dire qu'il vient jamais, qu'il a quasiment pas de rapport avec son fils. Il ne sait pas s'il est marié, il ne sait pas s'il a des enfants, il ne sait pas ce qu'il fait. En approfondissant leurs recherches, les policiers découvrent que le nom d'Abdelkader figure sur la taxe d'habitation d'une maison située à Riance, une commune à plus de 70 km de Marseille. En fait, il fait les allers-retours entre cette petite ville, ce petit village, et Marseille pour y travailler. C'est quelqu'un qui vit avec sa compagne et ses 2 enfants dans une petite maison et on a un couple qui ne fonctionne plus très bien. Tout porte à croire qu'Abdelkader mène une double vie. Et décidément, son profil intrigue. C'est quelqu'un qui est très introverti, qui parle peu de ses émotions, qui a une vraie difficulté. Il a un peu cloisonné sa vie entre sa vie de famille avec ses enfants et sa vie familiale avec sa mère, son père et ses sœurs. En octobre 2012, près de 4 mois après la mort de Marina, les policiers interpellent Abdelkader à son domicile de Riance. Et ils le placent en garde à vue. Alors, que va révéler le suspect pendant l'interrogatoire? Est-il réellement impliqué dans le meurtre de la quinquagénaire? Et les perquisitions vont-elles apporter des éléments de preuve? Amené à la DIPJ de Marseille, Abdelkader nie toute implication dans la mort de Marina. Il ne comprend pas pourquoi il est interpellé, puisqu'en réalité, il n'a strictement rien à se reprocher. Les enquêteurs vont lui livrer des accusations, des éléments qui semblent aller contre lui et que lui n'arrive pas à comprendre. Entre-temps, la police inspecte son domicile varois ainsi que sa chambre de fonction à la protection civile de Marseille. Les premières perquisitions montrent qu'il a un nombre impressionnant de téléphones, de cartes à puce, SIM de téléphonie. Puis on va aussi trouver des clés USB. Les enquêteurs saisissent également l'ordinateur portable du suspect. Interrogé en garde à vue,
Sur sa relation avec Marina, l'homme de 41 ans tient des propos extrêmement confus. La première fois, il dit qu'il a déjà rencontré, après il dira qu'il a rencontré 2 fois, après il dira qu'il n'a pas rencontré. C'est là où il va plus savoir où il en est à un moment. Bon. Il va dire qu'il a eu un rapport sexuel, après il ne le dira pas. Les officiers de la police judiciaire cherchent à savoir où se trouvait le gendarme réserviste le jour supposé du meurtre. Donc il va falloir qu'il reconstitue un peu dans son esprit quel était son emploi du temps à ce moment-là. On va céder évidemment des documents officiels, c'est-à-dire son pointage auprès de son employeur, ses allers-retours à Riance, pour en savoir un peu plus. Grâce au bornage de son téléphone, Abdelkader est localisé dans le 13e arrondissement de Marseille, l'après-midi du mercredi 27 juin 2012. Le jour où manifestement elle est morte, il avait demandé, comme par hasard, de ne pas travailler ce jour-là toute la journée. Et ils vont se rendre compte après que sa voiture et son téléphone sont passés à certaines heures à côté de l'appartement de Marina. Selon ses collègues, Abdelkader est finalement venu travailler entre 21h et minuit. Si le suspect assure qu'il est ensuite rentré dans sa chambre de fonction, aucun élément ne peut le confirmer. Son téléphone portable était coupé pendant ce laps de temps. Et toujours selon ses collègues, Abdelkader ne partage avec eux aucune information sur sa vie privée. Beaucoup disent qu'il était très froid, c'était pas rigolo, il leur parlait peu. On sait pas très bien, quelque chose qui n'est pas net dans le personnage. Le témoignage de sa compagne ne sera pas plus reluisant. Bien au contraire. Son épouse qui va un petit peu dire ce qu'il en est de cet homme, qu'il est pas agréable du tout, qu'il a des moments de violence, qu'elle-même parfois elle est terrorisée. Donc on s'est dit, bon, alors c'est quelqu'un qui peut passer d'un moment à l'autre à une scène de violence. Si Abdelkader est toujours resté vague sur sa présence ou non dans l'appartement de la victime, les résultats des expertises ADN vont clarifier la situation. On va trouver son ADN, on le trouve à des endroits qui sont quand même un petit peu spécifiques. On va le trouver sur un oreiller, on va le trouver au niveau des jambes de Marina. Son empreinte génétique est également retrouvée sous les ongles de la victime. Abdelkader ne se laisse pas abattre et affirme qu'il a effectivement eu un rapprochement physique avec la quinquagénaire. Il va admettre qu'il avait vu Marina avant la date supposée de son décès et que celle-ci aurait été trop entreprenante à son goût, que lui, il n'était pas venu pour avoir une relation sexuelle, mais qu'en tout état de cause, assez choqué par le caractère entreprenant de Marina, il explique qu'il va quitter la maison. Une version qui ne convainc pas les policiers marseillais. Le 11 octobre 2012, après 48 heures de garde à vue, Abdelkader est mis en examen pour homicide volontaire. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Alors, lorsqu'on va passer son profil génétique dans le FNAEG, eh bien, celui-ci va concorder avec une affaire qui date de 2006
pour un crime non élucidé. Alors, quel est son rôle dans ce cold case? Qui est cette seconde victime? Et comment Abdelkader va-t-il s'expliquer devant ce nouveau rebondissement? L'ADN d'Abdelkader vient donc d'être identifié sur le corps d'une femme de 68 ans, retrouvée morte 6 ans auparavant. Prénommée Henriette, cette retraitée habitait dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement. Henriette est découverte en avril 2006 sur alerte de sa famille, de sa fille, qui n'a plus de nouvelles de sa maman. Les pompiers vont arriver pour forcer la porte et ils vont retrouver dans l'appartement, sur le dos, le cadavre d'une personne d'un certain âge, habillée, en pantoufles. Élément troublant, la sexagénaire est bâillonnée et une pince à linge enserre ses narines. Lorsque le légiste va officier, il va sortir de la bouche d'Henriette un collant en boule entièrement enfoncé dans la gorge. Le corps, malheureusement, lors de la découverte, était très décomposé. Mais il y a un phénomène quand même qui reste indélébile et définitif, c'est le syndrome d'asphyxie mécanique par un phénomène cervical. Fort de ces informations, les hommes de la DIPJ réouvrent le dossier d'Henriette et consultent les auditions de son voisinage. Ses voisins, et notamment ses jeunes voisins, l'appelaient Tata, qui la décrivent tous comme une personne gentille, qui était indépendante, très religieuse, très pieuse, à qui on monte les courses quand on la croise dans l'immeuble, mais qui est très discrète à la fois et assez méfiante. Là aussi, tiens, la porte était pas fracturée, donc elle a ouvert. Et cette femme qui est autant précautionneuse, pourquoi va-t-elle ouvrir ? Les enquêteurs cherchent alors à établir un lien avec Abdelkader. Et ils découvrent avec stupeur que le suspect travaillait dans la cité des Rosiers en février 2006. Il était employé pour faire du recensement et donc il se rendait au domicile des personnes quand elles n'étaient pas en capacité de rédiger elles-mêmes les actes de recensement. Mais comme pour Marina, le suspect nie être l'auteur de ce meurtre. Entre-temps, les expertises informatiques ont révélé le contenu de ses clés USB et de son ordinateur portable. On va trouver un nombre très important de photos pornographiques téléchargées. La police ira même jusqu'à dire qu'il y avait une espèce de fichier sur des femmes un peu d'un âge certain. En mars 2013, Abdelkader est finalement mis en examen pour le meurtre d'Henriette. Pourtant, l'homme de 41 ans n'a pas de mobile établi et présente un casier judiciaire vierge. Dans son cas, sur le plan de l'antériorité, on n'a rien. On n'a rien. On ne peut pas dire que, y compris dans son parcours biographique, il y a des petits éléments à la fois scolaires, familiaux, mais qui n'ont absolument aucun caractère de délinquance, si vous voulez, antérieure, qui puisse être rattaché à ces faits. Les enquêteurs marseillais cherchent alors des éléments de réponse dans son profil
psychologique. On sait aussi que visiblement il a quelques difficultés avec sa mère, avec l'image de la mère. On parlera de forts sentiments abandonniques et effectivement les deux victimes sont quand même des personnes plus âgées que monsieur Abdelkader. S'il ne souffre d'aucune pathologie mentale, le mis en examen semble faire preuve d'un certain machiavélisme. Il utilise notamment son uniforme comme moyen d'emprise. C'est son besoin de valorisation et même de survalorisation. Parce qu'effectivement, se présenter comme gendarme, c'est se présenter comme quelqu'un de sûr, en qui on peut avoir confiance. S'il l'a utilisé avec les victimes, ça a été dans ce but. Si vraiment, si vous voulez, il est l'auteur, ça démontre qu'il avait quand même un côté tordu, un côté en dehors d'être timide. Alors, Abdelkader reconnaîtra-t-il les faits lors du procès à venir? Comment se comportera-t-il devant les enfants de Marina et Henriette? L'audience fera-t-elle toute la lumière sur leurs interrogations? Le 26 novembre 2016, le procès d'Abdelkader s'ouvre devant les assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence. Sur le banc des parties civiles, les proches d'Henriette et de Marina désirent avant tout connaître la vérité. Leurs attentes, c'était qu'on mette un nom sur un coupable et peut-être qu'une page pour eux également se tourne, qu'ils puissent commencer à faire leur deuil. Plus de 4 ans après les faits, le prévenu n'est toujours pas décidé à se montrer coopératif. De façon très curieuse, on ne sent pas Abdelkader concerné par le procès. Il va répondre aux questions. Il va souvent d'ailleurs répondre à côté ou refaire son histoire et puis lui-même poser des questions à son interlocuteur, ce qui est quand même une technique pour ne pas répondre. Une attitude surprenante pour celui qui a laissé son ADN sur 2 scènes de crime. Alors il s'agit d'une coïncidence pour nous, une coïncidence que l'on peut expliquer. C'est pas quelque chose qui est intellectuellement impossible à se représenter, mais c'était évidemment très difficile pour une cour d'assises et pour des enquêteurs que de penser que retrouver 2 fois de l'ADN sur des scènes de crime, et bien forcément ça veut dire qu'on est l'auteur. Au-delà des éléments matériels, l'absence de mobile et le caractère dégradant des meurtres troublent la cour d'assises. Il y a des points d'incertitude dans le dossier, hein, c'est sûr, parce que les questions restent posées. Quel était son intérêt de tuer ces 2 femmes? Ni prendre l'argent, ni les viols, ni... bon, c'est quoi? Le 2 décembre 2016, malgré des zones d'ombre, Abdelkader est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec 20 ans de sûreté. Cette peine sera confirmée lors du procès en appel, 1 an plus tard. Aujourd'hui, les familles des victimes doivent vivre avec de nombreuses interrogations laissées en suspens dans ce dossier. Reste aux enfants de Marina et d'Henriette le souvenir de 2 mères aimantes.
Faire le deuil d'une maman, c'est toujours très très difficile. Et lorsque ça survient dans des circonstances aussi choquantes, avilissantes pour l'être humain, c'est encore plus difficile. Il faut que les victimes puissent passer à autre chose.